Bonjour à tous. La dernière fois en cours, on avait vu que A peut être écrite sous la forme d'un produit de matrices L et U, avec L une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure. On obtenait L grâce aux coefficients qu'on avait déterminés, là, les multiplicateurs qu'on avait utilisés pendant l'utilisation de la méthode de Gauss. Et U, c'était le résultat de la méthode de Gauss, dans le sens où c'était notre matrice triangulaire supérieure euh, qu'on obtenait. On avait vu donc que A égale L fois U. On avait vu la démonstration de ça. Et pourquoi ça c'est intéressant? Eh bien parce que quand on a un système à résoudre du type AX égale B, euh, si B varie, généralement on est dans une situation où A change pas. C'est en fait A, ça peut être lié à la discrétisation d'une équation aux dérivées partielles. Donc la discrétisation ne change pas forcément, mais le second membre change parce que c'est la source de la quantité qu'on cherche à estimer. Donc B change, mais pas A. D'accord? Et si à chaque fois que B change, vous devez euh, recalculer toute la méthode de Gauss pour trouver la solution, euh, c'est très long. Si on a A égale LU, alors on peut résoudre simplement Ly égale B, puis Ux égale Y. Vous voyez que si vous remplacez Y par Ux dans cette équation, vous avez Lux égale B, et du coup vous avez bien, euh, comme Lu égale A, vous avez bien le système AX égale B. Seulement, quand vous résolvez Ly égale B ou Ux égale B, comme L et U sont des matrices triangulaires, en fait, résoudre ça, c'est simplement utiliser un algorithme de descente de solution. Et UX égale Y, c'est simplement utiliser un algorithme de remontée de solution. Et ça, on avait vu que c'est très rapide. Ça prend n carré opération pour l'algorithme de descente ou pour l'algorithme de remontée. Et du coup, le tout prend 2 n carré opération. Si je veux résoudre LUX égale B et que j'ai déjà L et U. Vous voyez que c'est très rapide, et dès que B change, eh ben, on a simplement à répéter ça, et ça prendra 2n carré opération. On n'a pas besoin d'utiliser ces 2 tiers de n cube opérations nécessaires pour la méthode de Gauss complète. D'accord? euh, Donc voilà, donc c'est une méthode qui est très utilisée, qui est très pratique quand on a ce problème où les sources changent, mais pas la matrice, pas la matrice A. C'est beaucoup plus rapide, hein, c'est en n carré, euh, c'est beaucoup plus rapide que la méthode de Gauss. Et en fait, ces matrices L et U, on peut les trouver sans utiliser la méthode de Gauss en tant que telle. Comme la factorisation A égale LU, elle est unique, eh ben, vous allez retrouver exactement les mêmes matrices L et U que vous auriez trouvées avec la méthode de Gauss, donc ça ne va rien changer. Donc on verra que c'est pas une méthode qui est plus efficace en fait que la méthode de Gauss, mais en tout cas c'est plus direct. Donc on va appeler petit Lij tous les éléments de grand L, de la matrice triangulaire inférieure, et on se souvient que Lij égale 0 si l'indice de ligne est plus petit que l'indice de colonne, d'accord? C'est-à-dire que vous trouvez à droite de la diagonale. Et les éléments diagonaux de L sont égaux à 1 dans cette écriture A égale LU, comme ça. Les UIJ sont les éléments de U, la matrice triangulaire supérieure. On a UIJ égale 0 si l'indice de ligne est supérieur à l'indice de colonne, c'est-à-dire si on se trouve à gauche de la diagonale. Donc cette méthode, elle consiste à écrire d'abord la première ligne de A. A, on l'a, hein. Donc on écrit sa première ligne, A11, A12, A13, etc., jusqu'à A1n. Chacun des éléments en fait correspond à un produit de termes des matrices L et U, puisqu'on a A égale LU. Pour trouver A11, d'après le produit usuel des matrices, c'est égal à la somme des L1k, UK1. Donc ça va être L11, U11 plus L12, U22, etc. Et on voit que quand on a L12, quand K est plus grand que 1, on a un indice de colonne pour notre matrice L là, qui est supérieur à l'indice de ligne. D'accord? On va chercher des éléments qui sont
à droite de la diagonale alors qu'elle est triangulaire inférieure, cette matrice. Donc ça va faire 0. Donc le seul terme non nul ici, ce sera 1, 1, 1, U11. Et comme L11 c'est un élément diagonal, de L il est égal à 1, et donc on a que ça c'est égal à U11. Vous aurez la même chose pour U12, etc. jusqu'à U1n. Et donc vous avez trouvé en fait là la première ligne de votre matrice U. C'est égal à la première ligne de la matrice A. Vous me direz la belle affaire parce que quand on fait la méthode de Gauss, on se souvient qu'on ne touche pas à la première ligne en fait du tout. Du coup c'est pour ça qu'on a bien eu la première ligne de U qui est égale à la première ligne de A. Donc ça on s'y attendait un petit peu. D'accord? Mais bien sûr, ça va pas être le cas pour la deuxième ligne, etc. Et ça, c'est juste une première étape. Donc vous avez calculé votre première ligne de U à partir de la première ligne de A. Maintenant, la première colonne de L peut se trouver en écrivant la première colonne de A. Donc on va regarder ça. Premier élément de la première colonne de A, c'est A11. Bon, là, on l'a calculé, on sait ce que ça vaut, donc on ne le calcule pas. Ensuite, on aura A21, A31, etc. jusqu'à AN1. A21, c'est égal à L2K UK1. Donc c'est égal à, enfin la somme de ces termes, c'est égal donc à L21 U11, L22 U22, L23 U3, pardon, L22 U21, L23 U31, etc. D'accord? Mais quand vous regardez euh, que valent ces termes, vous voyez que bon, L22 U21, pour L22 U21, on aura L22 égale 1, bon, ça va, mais on aura U21, d'accord? Donc on aura un indice de ligne supérieur à l'indice de colonne, donc ça va valoir 0. Et ce sera vrai pour toutes les valeurs de K, sauf pour K égale 1 en fait. Donc tout ça, ça vaudra en fait L21, U11, d'accord? U11, on l'a calculé juste avant, et donc on va pouvoir écrire L21, ça vaut A21 sur U11. Pareil pour A31, pareil pour L31, pareil pour tous les termes de la première colonne de L, d'accord? Et donc à partir de la première colonne de A, on aura formé la première colonne de L. Et puis en fait, avec la deuxième ligne de A, on va obtenir la deuxième ligne de U. Ça va nous demander aussi de connaître la première ligne de L, on le verra un peu dans le détail plus tard. Et puis à partir de la deuxième colonne de A, on va obtenir la deuxième colonne de L, d'accord? Et ça va nous demander de connaître la première colonne de U qu'on aura à ce moment-là. En fait, cet algorithme-là, il peut s'écrire en deux parties. Une première partie où on calcule la ligne de U, et puis une deuxième partie où on calcule la colonne de L, et on fait ça progressivement. On va remplir U ligne à ligne et L colonne à colonne au fur et à mesure. D'accord? Donc par exemple, à la payème étape, on va avoir la payème ligne de U qui sera égale à la payème ligne de A, enfin pour certains éléments de cette ligne en tout cas, pour les colonnes au-delà de P, moins une certaine somme, et on va regarder en détail cette somme pour savoir si on est capable de la calculer, dans le sens où est-ce qu'on a déjà les termes, est-ce qu'on a déjà obtenu les termes de L et de U qui nous permettent de faire ce calcul et donc d'obtenir la payème ligne de U. Donc cette somme, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut donc la somme des termes LPK UKJ pour K égale 1 à P-1. Donc on voit que trouver la payème ligne de U, ça nous demande de connaître en fait la payème ligne de L, la payème ligne de L pour les P-1 première colonne. D'accord? Et comme on a rempli L colonne à colonne, en fait, bah, ces termes-là, on les a. Et ça me demande aussi de connaître les P-1 première ligne de U, et comme j'ai rempli ligne à ligne U jusqu'à la payème étape, jusqu'à la payème ligne donc, eh ben j'ai déjà ces termes aussi, donc on va être capable de calculer ça. En fait, je vous ai fait un petit schéma là, pour, voilà, pour bien représenter ça. Donc ici, j'ai commencé à remplir U ligne à ligne,
J'indique l'indice P, là on est à la Pème étape, donc on veut remplir la Pème ligne. U c'est bien une matrice triangulaire supérieure. On a obtenu les P-1 première ligne, et on cherche à calculer cette ligne-là. D'accord? Et puis L, c'est bien une matrice triangulaire inférieure. On a obtenu les P-1 première colonne, et on cherche, une fois qu'on aura trouvé la Pème ligne de U, on cherchera à trouver la Pème colonne de L. D'accord? D'après l'équation 1 qui nous donne la Pème ligne de U, eh ben, on voit qu'on a besoin de la Pème ligne, la Pème ligne de L. D'accord? Donc pour calculer la Pème ligne de U, on a besoin de cette ligne-là de L pour toutes les colonnes qui vont de 1, hein, on fait la somme de 1 à P-1. Donc vous voyez qu'en fait, bah, ça va être dans le bloc de L qu'on a déjà. Donc ça va être possible d'obtenir ce terme-là. Et puis on aura aussi besoin des UKJ. Les UKJ, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les P-1 première ligne de U. D'accord? Pour les colonnes qui vont de P à N. Et donc ça, vous voyez, ça correspond à cette partie de la matrice bah, qu'on a déjà calculée, puisqu'on l'a remplie ligne à ligne jusqu'à la Pème étape. Okay, donc ça va être bon pour pour cette première partie-là de la méthode. Maintenant, pour la deuxième partie de la méthode, cherche à remplir la Pème colonne de L, et ça c'est égal à 1 sur UPP. UPP, je l'ai obtenu lors de la première partie, donc pas de problème. A, je l'ai, donc c'est fois tout ce terme-là. A, je l'ai, moins la somme de 1 à P-1 des LIK UKP. LIK pour K qui varie de 1 à P-1 et I qui varie de P+1 à N, ça va être, moi j'essaie de retrouver voilà, le dessin, ça va être cette partie-là de la matrice, hein, ça va être les P-1 première colonne de L qu'on a déjà, puisqu'on l'a rempli colonne à colonne. Ok, fois UKP. UKP, qu'est-ce que c'est? C'est la Pème colonne de U. Et la Pème colonne de U, pour les lignes qui vont de 1 à P-1, on l'a déjà, c'est cette partie-là de U. D'accord? Donc on voit que ça va être possible aussi de faire le deuxième, la deuxième partie de la méthode là. D'accord? Et on va procéder comme ça jusqu'à la dernière ligne pour U et la dernière colonne pour L, et on aura trouvé L et U. D'accord? Alors il faut faire attention parce que cet algorithme il est aussi sensible comme la méthode de Gauss aux erreurs d'arrondi, et on voit là qu'on a 1 sur UPP, donc qu'il faudra chercher à maximiser en faisant des permutations sur A. Ok, donc on a un peu les mêmes limitations qu'avec la méthode de Gauss, sachant que quand on calcule le nombre total d'opérations, il est aussi en 2/3 de n cube. D'accord, donc c'est pas plus rapide d'effectuer ce calcul-là de méthode de Kraut que d'effectuer la méthode de Gauss. Mais c'est plus direct. On obtient tout de suite L et U, sans passer par les multiplicateurs, sans se dire qu'il faut les enregistrer d'une certaine manière, sans affecter les signes moins, etc. D'accord, on obtient tout de suite L et U. Et ensuite, ces L et U, bah, ils sont pratiques à utiliser, comme je vous ai dit, dans le cas où on a les seconds membres qui varient, mais pas la matrice qui définit notre système.